loin du micro, donc faites des signes, parce que j'ai tendance à bouger et parler un petit peu avec les mains. Donc je remercie l'Agence Paul Picard et également les bibliothèques d'Aveux Métropole pour cette invitation à venir vous parler d'un sujet qui pour moi n'est pas un sujet très ancien, en tout cas dans mes recherches, même si ça fait déjà presque 10 ans que je suis en Picardie et que je suis content d'y être. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la richesse lexicographique du Picard, et comme vous pouvez l'entendre dans mon accent, je ne suis pas de la région, je ne me considère pas du tout comme picardisant. En revanche, je me considère comme très intéressé par la langue picarde et notamment des questions de lexicographie du picard. Donc en guise d'introduction, il me semble important de poser un cadre à ce que je vais vous présenter, justement pour expliquer ce que je présente et ce que je n'ai pas l'intention de faire ici. Donc les réflexions que je vous propose aujourd'hui, elles sont développées dans un cadre universitaire, donc l'Université de Picardie-Jules Verne, au sein d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire l'ESCLAP. Et le point de vue que j'adopte, c'est le point de vue d'une discipline relativement récente dans les sciences du langage. C'est une discipline qui s'appelle la métalexicographie. Voilà. Donc j'essaie de mêler cette discipline et les disciplines d'origine du laboratoire dans lequel je suis arrivé en 2006, un laboratoire spécialisé en sociolinguistique. Voilà, donc ce qui m'intéresse, donc je vous ai dit c'est le dictionnaire, mais c'est notamment la question de la lexicographie des langues régionales, puisque c'est en lien direct avec les problématiques sociolinguistiques de notre laboratoire, et notamment quelque chose qu'on essaie de questionner depuis quelques années déjà, l'idée que le dictionnaire pourrait constituer un objet, un terrain, un corpus d'études proprement sociolinguistiques. Voilà, donc on a organisé des choses universitaires en 2014 et on continue d'organiser des choses dans ce sens-là. Donc ceci pour vous dire que la présentation que je vous propose aujourd'hui, c'est une présentation qui sera assez générale, de non-spécialistes de la langue, et c'est pour ça que je vais m'appuyer sur un certain nombre de travaux de gens qui auraient très bien pu dire des choses bien mieux que moi. Voilà, peut-être moins en métalexicographie, parce qu'il faut quand même être spécialisé, et je vais essayer de vous persuader que la métalexicographie apporte quelque chose, un point de vue nouveau sur l'objet langue picarde. Donc je vais essayer en filigrane de mon exposé de montrer que le dictionnaire Picard, les dictionnaires de Picard, constituent des objets qui sont placés sous le signe d'une pluralité extrême. Comme les dictionnaires de français, les dictionnaires de Picard sont investis en fait d'un certain nombre de croyances culturelles et linguistiques. Et de ce point de vue-là, les dictionnaires jouent un rôle important, peut-être pas crucial, c'est la particularité du Picard, mais en tout cas un rôle important dans la construction et dans les représentations que l'on a de la langue. Voilà, et je préciserai un certain nombre de choses que la plupart d'entre vous savent déjà, c'est que lorsqu'on est en domaine Picard, la lexicographie, il n'y a pas de lexicographie normative absolue. Je le redirai tout à l'heure, il n'y a pas de dictionnaire qu'on puisse considérer comme représentatif de l'ensemble des productions de la langue picarde. Et j'aimerais, avec vous, parce que tu l'as dit Olivier, il y a ce contexte de la possible ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Peut-être que ce moment-là est un moment pour re-questionner cette nécessité ou non-nécessité d'élaboration pour le Picard d'un outil de référence, un dictionnaire de référence, et comment le faire. Voilà. Très rapidement, pour vous présenter la discipline dans laquelle je m'inscris, donc la métalexicographie. C'est une discipline qui est née à l'échelle des sciences du langage de manière relativement récente, puisqu'on la doit en fait à un certain nombre de travaux fondateurs, Matoré, Wagner, Dubois, mais surtout deux thèses. La thèse de José Trédébov, qui est surtout connue puisqu'elle a été très longtemps lexicographe responsable des éditions Robert, avec Alain Rey. Donc je précise, il n'y a aucun lien entre Alain Rey et moi-même. Donc si tu parlais d'éminents linguistes, c'était plutôt Alain Rey, ça n'est pas bon. Ensuite, Bernard Quemada, qui a élaboré une thèse qui a constitué véritablement le genre, donc en 1968, et qui a permis, notamment grâce à ses réflexions, de faire considérablement progresser la lexicographie de la langue française en élaborant des outils qui sont relativement peu connus du grand public, mais qui pourtant sont des outils de très grande valeur, notamment le Trésor de la langue française, qui aujourd'hui est un dictionnaire gratuitement disponible en ligne, voilà, qui est assez peu consulté. Et ensuite, donc, dans les développements, vous avez également toute
une lignée de gens qui se sont inscrits donc, sous le patronage de Josette Redebov et Bernard Kebala, et notamment quelqu'un qui est encore en activité, donc Jean Prévost, qui organise chaque année la grande journée des dictionnaires à Cergy-Pontoise. Toujours très rapidement, pour vous présenter cette discipline, je le fais vraiment très rapidement, c'est une discipline qui est à cheval entre plusieurs objets. La lexicologie, qui est l'étude du lexique de manière générale, la lexicographie, qui est une discipline qui consiste à élaborer des dictionnaires, et enfin une discipline qui, elle, est vraiment pas connue du grand public, ce qu'on appelle la dictionnérique. Donc je dis bien la dictionnérique, c'est pas un adjectif, c'est un nom. Donc la dictionnérique, c'est une dimension qui est intrinsèque à tout projet de fabrication de dictionnaire, notamment lorsqu'on fabrique un Larousse ou un Robert. Donc derrière, vous avez une contrainte qui est dictionnérique, c'est celle de fabriquer un objet qui avant tout est un objet commercial. Voilà, donc c'est pas le lieu, mais assez rapidement, vous voyez, lorsqu'on décide d'intégrer des mots nouveaux dans un Larousse ou un Robert, on n'intègre pas les mêmes, pour des raisons éditoriales et scientifiques qui sont différentes, mais également parce qu'il y a cette contrainte de faire en sorte que le dictionnaire, d'année en année, continue à se rendre. Voilà, alors cette dimension dictionnérique, il me semble que c'est une dimension qui est un peu moins présente dans le contexte de la lexicographie des langues régionales, et encore, ça serait à vérifier. Je vous donne une définition de cette discipline. À partir du grec méta, ce qui dépasse englobe. La métalexicographie est une discipline dont l'objectif est l'étude des types de dictionnaires de langue et des méthodes qui président à leur constitution. Elle ne travaille pas à l'élaboration des dictionnaires, mais fait des dictionnaires, de leur histoire, de leur mode de traitement sémantique du lexique et des problèmes pratiques résultant du travail lexicographique, son objet de réflexion et de recherche. En gros, pour le dire de manière simple, la métalexicographie, c'est une discipline scientifique qui fait de l'objet dictionnaire un objet d'étude à part entière. Donc c'est dans ce sillage-là que je m'inscris. Et lorsqu'on essaie de croiser cette approche-là avec l'approche qui consiste à travailler sur les langues régionales, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose qui existe. Voilà. Et en tout cas, pour le Picard, il n'y a rien actuellement. Donc j'en viens à la lexicographie du Picard, puisque c'est l'objet de cette présentation. J'ai intitulé cet exposé « La richesse lexicographique du Picard ». Effectivement, il y a une vraie richesse, et pour s'en persuader, il suffit de parcourir l'article qui a été publié en 2012 dans un volume que j'avais coordonné avec Philippe Rennes, donc de l'UPJV. Donc l'article d'Alain Dawson intitulé « L'écrivain picardisant aime son dictionnaire, lui non plus ». Donc un article très intéressant qui est accessible au grand public et qui explicite très bien justement les relations que le monde picardisant et les picardisants entretiennent avec cet objet particulier qui est le dictionnaire. Et dans cet article, donc, on trouve un décompte, qui est celui que je vous propose, rappelant au préalable que la Picardie est une véritable terre de dictionnaires. La bibliographie de von Warburg, 1969, rassemble 202 références pour le Picard, et celle de Debris, 1982, en compte 542. Alors, je ne vous lis pas la suite. Le chiffre est aujourd'hui probablement beaucoup plus élevé. Aujourd'hui, au moment de cette conférence, je suis incapable de vous donner un chiffre, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il est vrai que parler de la Picardie comme d'une terre du dictionnaire, ça me semble incontournable, mais c'est une richesse qui soulève un certain nombre de questions. Voilà. La première question, c'est comment parvenir à circonscrire le matériau lexicographique picard, dans la mesure où celui-ci est caractérisé par une hétérogénéité et une grande variété qu'il faut prendre en compte. Donc, je ne vous parle même pas des objets qui sont intitulés des dictionnaires, dont je vais vous parler tout à l'heure, mais je parle également de tout ce qui n'a pas forcément la forme de dictionnaire. Notamment ce qu'on appelle les lexiques de spécialité. Et vous allez trouver en picard le vocabulaire de tel ou tel corps de métier. Ça, dans l'analyse que je propose tout à l'heure, j'en ai pas tenu compte. Et vous voyez, si on veut recenser l'ensemble de ce qui existe en termes de production lexicographique, il faut inclure ce genre de production. Tous les recueils toponymiques, les atlas linguistiques, bien entendu, mais ce qui semble le plus difficile, mais qui est déjà intégré dans ce qu'a proposé Debris, c'est ce qu'on pourrait appeler des marges lexicales, qui sont relativement difficiles à quantifier et à recenser. C'est tout ce qui fait office de glossaires qui sont intégrés dans les œuvres littéraires. Vous avez en Picard énormément de productions dans lesquelles on trouve un certain nombre de pages, plus ou moins conséquents, qui permet de mieux comprendre l'œuvre qui est parcourue. Voilà, donc, avoir la prétention de circonscrire de manière très nette
la lexicographie du Picard, c'est prendre en considération, bien entendu, tout ce qui est intitulé dictionnaire, lexique, etc., on va le voir, mais également prendre en considération tout ce qu'on pourrait considérer comme étant des marges. Donc le travail est conséquent. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a une absence donc, de recensement fiable. Vous voyez, il faudrait déjà être en mesure de pouvoir faire une distinction claire, et c'est pas ce qu'on a dans ce que propose Debrye. On n'a pas de distinction claire entre ce qui relève de la lexicologie, donc de la langue pure, et ce qui relève de la terminologie. Donc, vous voyez, il y a des dictionnaires bien disjoints selon les langues dans lesquelles on se trouve. Et également actualisés. Vous voyez, Debrye, c'est 1982. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, il y ait une étude qui permette d'intégrer toutes les productions récentes qui ont été donc, produites après 82. Ensuite, une pluralité qui est très forte du genre lexicographique dans cette langue, une pluralité qui est certainement plus forte que dans un certain nombre de langues régionales, mais notamment parce qu'on a beaucoup plus écrit en termes de lexicographie en picard, par exemple, qu'en breton, en alsacien ou en normand. Donc là, si on s'amuse à comparer les traditions, chose qui n'est pas encore fait aujourd'hui, on s'aperçoit assez rapidement en fait, que le picard est très loin devant en matière de production, et depuis longtemps. Il y a aujourd'hui une absence d'études généralisées sur cette richesse, et notamment sur son rôle dans la construction de la langue. Ce que je dis généralisé, c'est qu'il puisse notamment s'appuyer sur un recensement plus exhaustif. Et enfin, dans le contexte actuel de la volonté de ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, il me semble qu'il y a nécessité de poursuivre des travaux qui portent sur le rayonnement et l'importance plus large dans l'histoire du patrimoine linguistique du picard. Alors je l'ai dit en introduction, la lexicographie du picard, c'est une lexicographie qui se caractérise par l'absence d'une norme de référence centralisatrice. Donc il n'y a aucun ouvrage, en tout cas d'après moi, qui puisse faire l'objet d'un consensus pour l'ensemble des variétés sur le vaste domaine linguistique du picard. On a plutôt ce qui est décrit notamment par des travaux récents, et notamment la thèse qui va être bientôt soutenue par Fanny Martin. On a plutôt affaire à ce qu'on appelle une logique de pôle linguistique. Vous avez des grands pôles linguistiques, et ces différents pôles linguistiques, normalement, bénéficient d'ouvrages qu'on peut considérer comme étant des ouvrages de référence. Donc je vous ai mentionné un certain nombre d'ouvrages, le dictionnaire des parlers picards du Guimeux de Vasseur, le dictionnaire Auchy français d'Écart, ou le dictionnaire Picard des parlers et traditions du Beauvaisis. Voilà. Alors, ce qui était intéressant à signaler, c'est qu'en dépit de cette logique de pôle, il y a eu et il y a encore des tentatives très intéressantes d'essayer de fabriquer un outil un peu globalisant. Et c'est notamment la tentative de Dubois, le Thesaurus Picardicus, qui n'a jamais été publié, au final, qui n'a jamais vu le jour, on est resté au stade des fiches cartonnées. Et vous avez l'initiative également très intéressante et en cours de route, quasiment achevée d'ailleurs, je pense, à ce moment où je parle, j'espère, du dictionnaire général de Jean-Marie Braillot. Voilà, donc, vous voyez, il y a cette tendance de logique de pôle, et à côté, une autre tendance qui a un peu de mal, on dirait, il me semble, à se faire une place. Lorsqu'on parle de la lexicographie du picard, on doit parler également d'une tradition, je mets les guillemets, vous verrez pourquoi, qui est déjà ancienne. Donc je vous ai mentionné juste quelques répertoires. Au XVIIIe siècle, vous avez notamment le recensement qui est fait par le père d'Erne, donc qui a été publié en 1911 par Alphus Le Dieu, donc le dictionnaire du parler picard. Vous avez énormément de choses au XIXe siècle. En fait, si on s'amuse à comparer la tradition lexicographique picarde et celle du français, on s'aperçoit que les mécanismes sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que vous allez retrouver pour le XIXe siècle énormément, vous allez retrouver une grosse profusion de répertoires. Alors, pas forcément pour les mêmes raisons, mais vous voyez, on retrouve quelque chose de parallèle. Et donc au XIXe siècle, vous avez énormément de choses. Je l'ai mentionné comme exemple le dictionnaire du patois de Lille et de ses environs, de Legrand. Au XXe siècle, vous avez les nombreux lexiques de René Debrye, c'était juste pour donner des exemples. Et au XXIe, j'aurais pu mettre 20e également, le dictionnaire général de Braillon et éventuellement de nouvelles ressources, donc qui sont en voie de constitution, qui peut-être auront un intérêt à être constituées.
Alors j'ai mis entre guillemets le mot de tradition, puisqu'il me semble qu'on peut le questionner. Parce que dans une certaine mesure, on peut considérer que la lexicographie du Picard constitue une tradition. Mais pour constituer une tradition, lorsqu'on regarde ce qui se passe par exemple dans des langues comme le français, les dictionnaires sont a priori, dans leur grande majorité, fabriqués par accumulation et sédimentation. Vous avez quelqu'un qui a écrit quelque chose, et ensuite on essaie de représenter l'évolution de la langue par sédimentation. Donc on reprend ce qui a été fait, ce qui semble faire consensus, et on ajoute, on agrémente. Alors on a ce type de tentative en Picard, mais la logique de Paul que j'ai évoquée tout à l'heure, elle donne quand même l'impression que cette logique de tradition, elle n'est pas totalement remplie comme elle peut l'être dans d'autres langues. Alors peut-être, encore une fois, que les deux initiatives que j'ai mentionnées, l'initiative de Dubois et celle de Braillon, sont des initiatives qui tendent à affirmer qu'au contraire, effectivement, il y a une tradition, puisqu'il y a volonté de fabriquer des ressources qui soient globalisantes et qui nécessairement s'appuient sur l'existant. Pas seulement sur de la littérature, mais également sur des ouvrages déjà existants. Je vais pas trop vite, ça va ? Une des grandes caractéristiques de la lexicographie du Picard, c'est sa pluralité, hétérogénéité importante. Alors, à ce stade de mon exposé, je vous propose juste quelques précisions terminologiques. Donc toujours en faisant un excursus, en regardant ce qui se passe au niveau de langues comme le français. Lorsqu'on regarde l'histoire de la constitution de lexicographie, telle que la lexicographie du français, on s'aperçoit que, en fait, le mouvement est un mouvement qui consiste à passer des glosses. Donc vous avez des textes qui sont annotés par des clercs dans une langue différente que la langue de travail. Ces glosses, à un moment donné, donc, qui sont en marge, on décide de les réunir parce que ça a une cohérence, en tout cas pour l'ouvrage qui a été glosé, ça devient des glossaires. Mais comme ces glossaires sont, leur raison d'exister, c'est pour expliciter dans une autre langue ce qui est dit dans une autre, à un moment donné, on fabrique des glossaires multilingues. Et c'est comme ça, en fait, qu'est né le dictionnaire. Le dictionnaire, en tout cas pour le français, a d'abord été un dictionnaire bilingue, voire multilingue, avant de devenir monolingue. Vous voyez, parce que l'objet dictionnaire était un objet qui servait à l'intercommunication. Donc, vous voyez, c'est à peu près le mouvement qu'on semble suivre pour le français, avec une concurrence entre dictionnaire et vocabulaire. Voilà. Et aujourd'hui, bon, si on jette un regard un peu rapide sur ce qui se publie, on s'aperçoit que, globalement, on publie surtout des dictionnaires et assez peu de lexique ou de vocabulaire ou d'autres appellations comme celles qu'on peut trouver en Picard. Pour une simple et bonne raison, c'est que la forme dictionnaire, on la connaît très bien, et c'est une forme qui fait vendre. Souvenez-vous, je vous ai parlé de dictionnérique. Déjà, apposer le mot dictionnaire sur un volume, vous avez trouvé potentiellement un lectorat. Voilà. Lorsqu'on regarde ce qui se passe du point de vue du Picard, donc j'ai toujours mon point de référence, c'est l'inventaire de René Debris, donc bibliographie de dialectologie Picard, qui est publiée au Centre d'études Picard. On s'aperçoit qu'on n'a pas le même mouvement que celui qu'on peut trouver pour le français, mais on va trouver un certain nombre d'appellations comme lexique, glossaire, vocabulaire, dictionnaire. Est-ce qu'il y a une logique particulière ? Aujourd'hui, je suis incapable de répondre. Il faudrait en fait pour cela observer les péritextes de chacun de ces ouvrages. Regardez ce qui, dans les préfaces éventuellement, ou dans les notes, peut nous aider à comprendre les raisons de pourquoi j'ai choisi ce nom. Et à côté de ça, donc à côté de ces grands items que l'on connaît très bien, vous en avez d'autres qu'on connaît également bien, mais qui caractérisent assez peu une lexicographie comme la lexicographie du français. C'est le fait de choisir, de nommer des répertoires, le parler de, le patois de, mot-expression de, et nom de. Alors, vous voyez, toutes ces appellations qui sont en nombre, en fait, très important dans le répertoire donné par Debris, moi, ce qui m'interroge, c'est, je me dis, est-ce qu'on n'a pas affaire à une forme de périphérisation, en fait, de la lexicographie ? Est-ce qu'il y a une intentionnalité dans le fait d'appeler ça parler, patois ? Bon, bien entendu, là, je fais un raccourci qui est très rapide. En tout cas, ça pose question. Alors, pour vous montrer à quel point ça pose question, je vous l'ai dit, je fais quand même des allers-retours entre tradition picarde et tradition française. En fait, en français, on n'est pas mieux servi. Là, je vous ai pris les définitions de vocabulaire, lexique, glossaire et dictionnaire dans un dictionnaire moderne, un dictionnaire très sérieux parce qu'il est fabriqué par le CNRS, le Trésor de la langue française, qui aujourd'hui s'appelle Trésor de la langue française informatisé.
Vous prenez le vocabulaire, donc je synthétise. Hein. Lorsqu'on regarde comment est défini le vocabulaire, on vous dit le vocabulaire, c'est un recueil, un répertoire de mots. Mais c'est aussi un dictionnaire, c'est aussi un glossaire, c'est aussi un lexique. Bon, vous voyez, si vous cherchez à répondre à la question quelle est la différence entre un glossaire, un lexique, un dictionnaire et un vocabulaire, vous êtes incapable de pouvoir le faire. Alors ce que montre en tout cas cette définition, c'est que le vocabulaire caractérise tout autant le dictionnaire de langue que le dictionnaire de spécialité. Lorsqu'on regarde le lexique, vous retrouvez à peu près la même chose. Donc le lexique, c'est un recueil de mots, c'est même un dictionnaire bilingue, c'est une liste de certains mots, c'est un dictionnaire, c'est un recueil de mots, etc. En tout cas, vous voyez, pour le lexique, lorsqu'on regarde cette définition, on s'aperçoit qu'il n'y a pas formulé l'idée qu'un lexique doit définir ce que sont les mots. Alors après, vous avez une note, lexique est fortement concurrencé dans l'usage actuel par dictionnaire pour les emplois 2, 3, 4, etc. Oui, sauf qu'il n'y a pas de définition. Donc s'il n'y a pas de définition, est-ce que ça doit s'appeler dictionnaire? Bon. Glossaire. Glossaire, c'est un dictionnaire. C'est une liste, c'est une nomenclature, c'est l'ensemble des mots d'une langue. C'est même un lexique. Lexique d'un dialecte, d'un patois. Vous voyez, est-ce que ça c'est intentionnel? Pourquoi lexique pour dialecte et patois, et pourquoi pas dictionnaire? Bon, en tout cas, là aussi, il n'y a pas de définition dans son acception moderne. Alors, ce qui est intéressant, c'est... alors, ça, j'ai cherché à le faire en vous montrant que un grammairien philosophe qui s'appelait César du Marsay, donc XVIIIe siècle, avait pour la première fois formulé l'idée suivante, c'est qu'il n'y a pas de synonyme parfait dans une langue. S'il y avait des synonymes parfaits, il y aurait deux langues dans une même langue. Donc si vous avez le mot vocabulaire, le mot lexique, le mot glossaire, le mot dictionnaire, c'est forcément qu'à un moment donné, il ne signifie pas la même chose. Là, lorsqu'on regarde le dictionnaire du XXIe siècle, en fait, on n'arrive pas à se faire à l'idée. Pour vous montrer que, en fait, le Picard n'a rien à envier aux Français de ce point de vue-là, il suffit de regarder la définition du mot dictionnaire par l'Académie française. Donc, 9 éditions. Dans les 5 premières, on vous dit un dictionnaire, c'est un vocabulaire, un recueil par ordre de tous les mots d'une langue. D'accord? On regarde ce qui se passe à partir du 19e, donc 1835, puis 78 et 32. Un dictionnaire, c'est toujours un vocabulaire, c'est un recueil de tous les mots d'une langue, rangé dans un certain ordre, on ne dit pas lequel, et expliqué dans la même langue, ça c'est bien, il y a déjà une progression, ou traduit dans une autre. On progresse. En 92, donc la dernière édition qui est complète. La dernière édition est en cours de publication. Dictionnaire, c'est plus un vocabulaire, c'est un recueil méthodique de mots rangés le plus souvent dans l'ordre alphabétique, et après on décline les différents types de dictionnaires que l'on rencontre. Donc vous voyez, ça, c'est le dictionnaire de l'Académie française. C'est que si on doit dire, si on doit se prononcer sur l'existence d'un ouvrage de référence normatif qui est censé faire consensus, tout le monde devrait vous dire c'est le dictionnaire de l'Académie française. Sauf que le dictionnaire de l'Académie française, personne ne l'a chez soi. Il n'y a pas grand monde qui sait qu'il est utilisable gratuitement sur Internet. Et en fait, il est vraiment sous-utilisé. Voilà, donc la lexicographie régionale, du point de vue des appellations, n'a rien à envier à la lexicographie monolingue. Ce qu'il faut également retenir, c'est que lorsqu'on est en lexicographie du français, mais c'est également vrai dans toutes les lexicographies, qu'elles soient régionales ou non, en fait, le dictionnaire, c'est toujours un outil pluriel et orienté. Le lexicographe a toujours une volonté, il est rarement objectif, même s'il a la vocation de l'être. Et un dictionnaire ne fait que véhiculer une photographie de la langue. Voilà, et là je vous ai mis les différents usages qui étaient décrits pour la langue française par l'Académie, par des gens comme Richelieu et Furtière, par Littré, par Alain Gray, etc. Donc en tout cas, il y a toujours une vision et une orientation, et l'un des rôles principaux de l'objet dictionnaire, c'est de rassurer le locuteur en lui disant ce qu'est sa langue. Alors, est-ce qu'on a ce type de mécanisme pour le Picard? On va le voir. Donc, toujours sur ces appellations, je vous ai dit que le répertoire sur lequel j'avais en priorité travaillé, c'était celui de Debris, donc, qui mentionne 542 références. Alors, j'ai mis une étoile parce que sur ces 542 références, je n'ai bien entendu pas tout pris, parce que tout n'a pas, en tout cas dans son titre, la forme dictionnaire, lexique, glossaire, etc. Donc je me suis focalisé sur les items les plus connus, lexique, glossaire, vocabulaire, dictionnaire. Et donc vous voyez la répartition, en fait il y a beaucoup plus de lexique qu'autre chose,
Ensuite viennent glossaire et vocabulaire, à peu près à part égale, et vous avez dictionnaire qui est loin derrière. Donc en tout cas, dans les productions qui sont recensées par Debrye, il n'y avait quasiment pas d'objet qui porte le nom dictionnaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc lexique, donc, ce qu'il faut savoir par contre pour le lexique, c'est que dans ce répertoire, le mot lexique, l'intitulé lexique, il est surutilisé à la fois par Debrye et par Vasseur. Debrye a élaboré dans cette liste 22 titres. Lorsqu'on enlève ces 22 titres et qu'on enlève les 10 titres de Vasseur, on arrive quasiment au niveau des glossaires. Donc vous voyez, le choix lexique, il est important, mais il est peut-être à atténuer parce que c'est une tradition chez un auteur. Glossaire et vocabulaire à peu près à part égale, dictionnaire nettement en retrait, et en fait, là je ne l'ai pas mis, parce que je n'ai pas eu le temps de le traiter, mais de nombreuses autres appellations peut-être plus prolifiques. Vous voyez, patois, parler, mot, donc elles sont loin d'être aussi insignifiantes. Pour certains, il me semble que patois et parler, c'est peut-être même surreprésenté par rapport à dictionnaire. Bien entendu, il faudrait élargir ce type de décompte à un inventaire moderne. Je n'ai pas d'explication à donner à ce stade-là. Ce qui est sûr, c'est que les appellations sont plus ou moins engageantes. Alors, une hypothèse que j'aimais, mais que j'espère pouvoir voir discutée par la salle, c'est est-ce que cette logique de Paul que j'ai évoquée tout à l'heure, est-ce qu'elle aurait davantage pu assumer le fait de proposer des outils qui sont nommés dictionnaires? Est-ce que lorsqu'on est sur un pôle linguistique largement identifié qui bénéficie d'outils, est-ce qu'on a plus cette volonté de dire nous on fabrique des dictionnaires? Bon, c'est une question. Là je vous ai mis donc la liste de tous les dictionnaires, les 13 dictionnaires qui sont dans l'inventaire, avec en gras ce qui concerne le Picard mais côté belge. Vous voyez, c'est intéressant, c'est quasiment la moitié. Bon, mais j'ai pas d'explication. Alors cette pluralité, pour un métalexicographe, qui vienne de Picardie ou qui vienne de Marseille, dans tous les cas elle est stimulante, puisque les choix sont engageants. Vous voyez, le choix des appellations est engageant. Est-ce que ça traduit des postures conscientes et de hiérarchisation? Vous voyez, est-ce que le fait d'écrire lexique ou glossaire, c'est une volonté de dire ah ben non, nous on est dans une variété qui peut potentiellement pas forcément bien porter le nom de dictionnaire. Bon. Est-ce qu'il s'agit d'une simple tradition? Vous voyez, est-ce que parce que tel ou tel auteur a écrit beaucoup d'ouvrages qui portent tel nom, est-ce que c'est pas plus facile de s'inscrire dans la continuité, de reprendre tel nom? Est-ce que c'est également le reflet de représentation sur le genre lexicographique? Est-ce qu'on choisit d'appeler notre ouvrage lexique parce qu'on a une image un peu arrêtée du dictionnaire qui est celle par exemple d'un littré, qui est forcément un dictionnaire encyclopédique, un gros volume avec tel nombre d'entrées? Alors, ce sont que des questions, hein, bien entendu, je n'affirme rien, je vous dis juste quelles sont les questions qui peuvent naître lorsqu'on s'intéresse à ce matériau. On peut également s'intéresser au sens de lecture de ces ouvrages. Pour qui sont écrits ces ouvrages? Le fait de mettre la langue régionale devant le français après ou l'inverse, c'est également engageant. Est-ce qu'on est, d'un point de vue linguistique, dans ce qu'on appellerait une posture diglossique? Est-ce qu'on hiérarchise les langues en se disant, ben voilà, le picard, bon, il est censé venir après le français? Ou alors, on est dans une démarche volontaire, qui consiste à dire, ben voilà, c'est un dictionnaire de telle langue, et je propose une compréhension de cette langue aux locuteurs de français. Bon. Vous voyez, je pense que c'est des choses qui méritent d'être questionnées à la lumière de l'ensemble de ce corpus lexicographique. On peut également s'intéresser à la forme lexicographique de ces ouvrages. Donc la nomenclature. Est-ce que dans la nomenclature, c'est-à-dire la liste des mots qui sont présents dans ces dictionnaires, par exemple, est-ce que les auteurs ont conscience de ce que des linguistes, comme Jean-Michel Éloi, appellent la collatéralité des langues? Donc c'est des langues qui sont en contact. Est-ce que si on a tel terme en français qui n'existe pas en picard pour désigner telle ou telle variété, est-ce qu'on va fabriquer artificiellement un nouveau mot pour qu'il sonne bien picard, ou est-ce qu'on va considérer que le mot français, puisqu'il est utilisé en picard, c'est du picard parce qu'on est dans tel type de contact de langue? Ou est-ce que, comme on a pu le faire récemment pour le belge, est-ce qu'on a fabriqué, est-ce qu'on constitue des dictionnaires d'exclusion? C'est-à-dire, on ne recense dans ces dictionnaires que ce qui est bien estampillé picard. Bon, mais en même temps, est-ce que ce qui est bien estampillé uniquement picard, est-ce que c'est la langue? Ou est-ce que c'est qu'une partie de la langue? Bon, et on peut s'intéresser à la macrostructure, microstructure, en gros, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on retrouve, est-ce qu'il y a des marques grammaticales, etc. Voilà. Alors ensuite, il me semble que le dernier point, c'est que la situation du picard, vous voyez, en préparant cet exposé,
il m'est venu une idée totalement saugrenue. Je me suis dit, tiens, mais la situation du Picard, ça me rappelle en fait l'histoire de la constitution du genre dictionnaire, parce que je connais plus l'histoire de la langue française. Je me suis dit, mais tiens, c'est un peu comme si le Picard n'en était qu'à tel stade de l'histoire de la constitution de la lexicographie du français. Et en fait, ça c'est une idée, bien entendu, à balayer d'un revers de main. C'est un a priori qu'il faut casser, et au contraire, il faut montrer que l'histoire de la lexicographie du Picard se construit différemment. Et vous allez le voir dans une diapositive suivante. Alors, de la même façon, vous voyez, je m'appuie sur ce que dit Alain Dawson, le reproche qu'on fait au dictionnaire, c'est que le Picard ne s'apprend pas, il doit être chuché avec les desmer, excusez le Picard, tété avec les maternelles, pour être digne de servir d'outil d'expression. Alors c'est très bien, mais est-ce que dans le contexte actuel, on ne peut pas re-questionner ce point de vue, notamment pour prendre en compte l'existence de néolocuteurs, mais également prendre plus largement la question de la transmission de la langue. Alors, Alain Dawson, donc là je ne fais que citer Alain Dawson qui s'est intéressé au rôle de ces répertoires lexicographiques, donc je vais synthétiser pour qu'on ait le temps de la discussion, parce que j'ai l'impression que je suis bavard. Alors, je vous lis quand même. Le dictionnaire Picard de référence étend son influence sur une sous-région donnée, Hainaut, Vimeux-Ponthieu, qui possède une identité culturelle plus que linguistique. Ça c'est important. En revanche, son exploitation par les auteurs reste limitée en dehors de sa zone d'élection. Les emprunts intervariétés sont restés limités, trahissant à une conception morcelée du Picard, soumise à un mythe de l'authenticité qui va de pair avec un certain localisme. Alors ça c'est intéressant puisqu'Alain Dawson montre que le dictionnaire, en tout cas en Picard, pourrait fonctionner davantage comme un outil culturel que comme un outil linguistique, donc comme un outil de reconnaissance, d'appartenance à telle ou telle variété de Picard. Ensuite, à l'inverse des zones à forte activité dictionnérique, sont restées sans création littéraire notable. C'est le cas du Boulonnais, dont le vocabulaire a été amplement décrit depuis, etc. etc. Là, ce que je trouve intéressant, et c'est pas Alain Dawson qui parle, c'est plutôt moi, c'est que peut-être que dans la tradition linguistique picarde, le dictionnaire a pu être considéré comme un genre littéraire à part entière. Ce qui est beaucoup plus difficile à considérer pour la langue française. Lorsqu'on discute avec nos collègues littéraires de l'objet dictionnaire, bon, l'objet dictionnaire, à part dire ce qu'est la norme, il ne dit rien d'autre. C'est pas en tout cas considéré comme une œuvre littéraire. Alors peut-être qu'en Picard, on a ça. Et le fait qu'on ait écrit des dictionnaires et pas forcément d'œuvres littéraires, c'est peut-être qu'on a une autre conception aussi de l'objet dictionnaire. Ce sont des questions. Et enfin, ça c'est peut-être la question la plus importante, est-ce que le dictionnaire, au final, est un outil indispensable? Donc c'est ce qui est sous-entendu dans ce passage d'Alain Dawson qui montre que le monumental lexique saint-paulois d'Edmond n'a pas été utilisé. Bon, en tout cas, il a été sous-exploité par les locuteurs. Alors, pour refermer ce chapitre-là sur plus métalexicographique, il me semble qu'il y a nécessité, en tout cas il y a un intérêt, si ce n'est pas une nécessité, de conduire une étude métallexicographique générale sur le Picard. Alors, là, si je reprends ma casquette d'universitaire, pour dire que pour pouvoir faire ça, il faut des financements. Vous voyez, actuellement, il n'y a pas de recherche qui se fait sans financement. Parce que les équipes sont évaluées, les équipes de recherche sont évaluées sur des bilans, et les chercheurs sont évalués sur des bilans. Aujourd'hui, lorsque je décide de venir vous parler du Picard, ça nécessite que je prenne du temps sur mes objets de recherche classiques pour pouvoir creuser cette question. Est-ce que cette thématique, je vais pouvoir la conserver comme une thématique de recherche dans la mesure où il n'y a pas de financement adossé? C'est pas certain, en tout cas. Donc ça, c'est une réalité. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'avais obtenu, il y a 2 ans maintenant, un financement du Conseil régional de Picardie pour financer la thèse de quelqu'un qui travaillait sous ma direction sur la lexicographie du Picard. Bon, la personne est abandonnée, donc le sujet, voilà, c'est moi qui vous parle aujourd'hui, c'est certainement elle qui vous en aurait mieux parlé. Il y a des demandes de financement diverses, donc quand je dis il y a des demandes collectives ou individuelles, donc je vais mentionner ces choses-là, donc c'est des sigles. Donc en tout cas, pour moi c'est un véritable objet de recherche, et c'est parce que je sais que la recherche ne se fait pas sans financement dans le domaine que forcément il y a nécessité de trouver un financement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a obtenu avec l'équipe Lesclap un financement pour faire autre chose. Donc pour un projet financé par l'Agence nationale de la recherche, donc qui permet de financer de gros projets, et ce projet s'appelle le projet RESTOR, ressources informatisées et traitement automatique pour les langues régionales. Alors pourquoi ce projet a été accepté? Notamment parce que c'est un projet qui
part pas forcément dans l'idée de travailler sur les langues régionales. Donc vous voyez, ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus vendeur. Ce qu'il y a de plus vendeur, c'est que le projet a comme perspective de dire les choses suivantes. On a des outils qui permettent d'appliquer ce qu'on appelle du traitement automatique des langues. Vous voyez, automatiser un certain nombre de procédures sur des textes, sur de l'oral, de grandes langues, comme le français ou l'anglais. Vous voyez, des langues qui sont déjà bien dotées. Et l'idée, c'est de tester ces outils déjà existants pour les grandes langues sur des langues régionales qui présentent potentiellement davantage d'hétérogénéité. Ça va permettre non seulement de valoriser les langues régionales qui ne sont pas censées recevoir ce type de traitement, et en retour, ça permettra d'améliorer les outils qui portent sur les langues comme le français ou l'anglais. Les grandes langues avec de grands guillemets, bien sûr. Voilà, donc ça c'est le projet Restore, et dans le cadre de ce projet Restore, donc on va travailler sur des procédures d'automatisation sur des textes picards, et normalement il y a un volet lexicographique qui permettra d'informatiser un certain nombre de répertoires qui sont peut-être notamment déjà présents dans un autre projet dont je vais vous parler, qui est le projet Picard Text. Alors, très rapidement, ce qui est intéressant aussi avec le picard, c'est que potentiellement, cette langue, elle remet en cause, en tout cas elle amène à rediscuter, à voir autrement quelque chose qui est acquis depuis un certain nombre d'années dans les sciences du langage et qui a été forgé, c'est un concept qui a été forgé par Sylvain Auroux, c'est le concept de grammatisation. Alors, par grammatisation, on doit entendre le processus qui conduit à décrire et à outiller une langue sur la base de deux technologies qui sont encore aujourd'hui les piliers de notre savoir métalinguistique, la grammaire et le dictionnaire. Pour le dire de manière simple, lorsque vous voulez qu'une langue soit pérenne dans le temps, il faut l'outiller. Et pour l'outiller, il faut grosso modo dire comment elle fonctionne, donc on élabore une grammaire, et dire ce qu'elle est par opposition à d'autres langues, c'est-à-dire faire un recensement des unités lexicales qui la composent. Donc on fabrique des grammaires, on fabrique des dictionnaires, et depuis un certain nombre de siècles, ça fonctionne comme ça. Alors, vous voyez, pour le français, grammaire, dictionnaire, vous avez énormément de dictionnaires, vous avez énormément de grammaires, après vous en avez toujours un, deux, qui sont supposés représenter une norme. Alors, ce rôle de norme, il est souvent supposé, voire fantasmé. Vous voyez, le dictionnaire qui constituerait l'objet de référence, c'est le dictionnaire de l'Académie, sauf que personne ne le lit. Bon, après, vous avez des ouvrages grammaticaux qui, eux, comme le bon usage de Grévis, qui, eux, ont pignon sur rue et constituent des ouvrages de référence. Bon. Pour le Picard, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut avoir, donc on a vu qu'on avait une logique de pôle lexicographique, donc ça c'est intéressant, c'est pas ce qu'on a en français en tout cas. Est-ce qu'on peut avoir cette logique-là pour des pôles grammaticaux? Est-ce que la langue fonctionnerait différemment? Donc là, je ne suis pas spécialiste, il y a peut-être des spécialistes dans la salle qui le diront, mais est-ce que la langue peut fonctionner différemment du point de vue de ses structures grammaticales selon le pôle dans lequel on se trouve? Je compte sur la salle pour répondre tout à l'heure. Bon, en tout cas, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ce modèle de la grammatisation, envisagé par Sylvain Auroux, il ne semble pas tenir compte du fait que, dans certaines langues, élaborer une grammaire et un dictionnaire de référence, ce n'est pas forcément possible, parce que les logiques ne sont pas les mêmes. Bon. Alors, en même temps, ça c'est embêtant. Vous voyez, c'est une autre voie possible, mais en même temps, c'est embêtant parce qu'il me semble que ça peut être considéré comme embêtant, parce que le maintien de cette particularité pourrait constituer une entrave à un plus grand rayonnement du Picard. Voilà. Et est-ce que la problématique actuelle de la ratification possible de la Charte européenne ne redistribue pas les cartes? Alors, j'ai des questions qui sont volontairement un peu provocantes, donc n'hésitez pas à me secouer tout à l'heure. Est-ce qu'on peut continuer avec cette logique de pôle lexicographique? Est-ce qu'il n'y a pas nécessité, voire urgence, notamment dans le contexte actuel, à essayer de se mettre d'accord pour essayer d'élaborer un outil qui puisse servir de référence, même, je dirais, pour l'extérieur? Voilà, donc c'était mon deuxième point. Ne faut-il pas proposer pour l'extérieur, c'est-à-dire pas seulement pour le monde picardisant, un outil qui permette de mieux appréhender le picard, dire ce qu'est le picard, donc une langue à part entière, et de la défendre, notamment parce qu'elle est outillée d'outils qui assurent sa pérennité.
et ça c'est une question, celle-ci est vraiment très provocante, au final, les outils déjà existants ne servent-ils pas que les picardisants, ce qui est déjà une très bonne chose. Donc, on imagine qu'on se dit, bah, tiens, oui, il y a peut-être nécessité de partir à la recherche d'un modèle. Oui, mais lequel? Alors, je vous ai mis quelques photos de gens que tout le monde connaît, avec des photos d'ouvrages. Donc, lequel? Parce qu'il y a déjà d'excellentes choses qui ont été publiées, qui représentent justement ces logiques de Paul ou ces tentatives globalisantes. Donc, si ça devait se faire, ça pourrait se faire forcément qu'avec l'entraide de partenaires. J'en ai mentionné, j'en ai peut-être oublié, mais donc l'Agence pour le Picard, le côté universitaire, donc PJV, Centre d'études Picard, la région, la future région, en admettant que ça puisse fonctionner, et bien entendu les associations militants. Le conseil régional, de 2008 à 2011, a financé un projet universitaire donc, qui a été conduit conjointement par Jean-Michel Éloi et moi-même, un projet baptisé Picard Text, donc qui devait être la version Picard d'une grosse base de données littéraires qui s'appelle Frontext. Voilà, donc aujourd'hui on dispose d'une ressource constituée d'environ 10 millions de mots qui sont exploitables, et la question que je pose, c'est que dans cette perspective d'élaborer une ressource un peu centralisatrice, est-ce que Picard Text ne pourrait pas constituer un point de départ possible? En tout cas intéressant. Moi il me semble qu'il y a plusieurs choses qui pourraient aller dans ce sens-là. C'est notamment le fait que Picard Text est d'emblée sous une forme numérique. Aujourd'hui, lorsqu'on fabrique un dictionnaire, on ne le fabrique plus sous format papier. Il est d'emblée fabriqué grâce au format numérique, et éventuellement on en fait une distribution numérique ou électronique. Mais la plupart des ressources qu'on constitue, y compris pour des langues un peu moins bien dotées que le français ou l'anglais, elles sont numériques et elles répondent à des canons de formats d'échanges internationaux, notamment le format XML. Oui, bon, on peut difficilement échapper à XML. Alors l'avantage que présente Picard Text, c'est qu'il est déjà au format XML. Donc on a une ressource qui permettrait de fabriquer du numérique natif. Ensuite, avec Picard Text, on a la possibilité, dès aujourd'hui, de s'appuyer sur la fusion de plusieurs répertoires lexicographiques présents dans la base. Donc il y a un certain nombre de répertoires lexicographiques qui ont pu intégrer Picard Text. Donc par un biais de traitement informatique relativement simple, il suffirait de prendre les entrées d'un dictionnaire 1, les entrées d'un dictionnaire 2, comparer ce qui existe dans le 1 et dans le 2, et se retrouver avec un dictionnaire 3 qui serait la fusion des deux. Et on peut, bien entendu, étendre ça en fonction du nombre de dictionnaires qu'on a. Alors, bien entendu, ça présente un certain nombre d'inconvénients, de problématiques que je vais expliciter. Mais en tout cas, l'électronique permet ça. Ensuite, il y a aussi une autre dimension, c'est que la base de données Picard Text est sous format électronique. Et donc, pour constituer cette ressource, très facilement, on pourrait alimenter le dictionnaire grâce à cette gigantesque base de données littéraire que représente Picard Text. C'est-à-dire qu'en imaginant qu'on fusionne X dictionnaires, qu'on juge assez représentatifs avec un certain nombre d'aménagements, on peut aussi trouver dans la littérature qui a été piochée et qui a servi à la constitution de la base, des items lexicaux qui n'existent pas, qui ne sont pas définis dans le dictionnaire. Donc on aurait quelque chose de relativement actuel. Voilà, et enfin, un dernier point intéressant, c'est qu'on a également, dans le cadre du projet Picard Text, je dis on, c'est surtout en fait Alain Dawson, a mis en place des outils qui permettent, dans une certaine mesure, de maîtriser la variation graphique et dialectale. Donc on pourrait assez facilement, grâce à ces outils qu'il a mis en place, pouvoir justement fusionner et maîtriser la variation qui est présente dans la base. Alors bien entendu, pour réaliser ce type de choses, il y a impossibilité de se passer d'un travail humain pour corriger, augmenter les matériaux qui sont déjà formalisés et, bien entendu, puisqu'il s'agit de dictionnaires, faire un vrai travail de lexicographe, c'est-à-dire redéfinir, mieux définir ou créer tout simplement des définitions exemplifiées. Donc j'en arrive à la fin de mon exposé et donc je rends la parole à Alain Dawson, puisque je lui avais donné la parole au tout début, donc je lui rends la parole également encore à la fin, puisqu'il a proposé un certain nombre de pistes donc dans l'article que j'ai évoqué pour fabriquer ce dictionnaire global du Picard. Pour un outil grand public, on optera pour une localisation relativement lâche et discrète, hiérarchisant les entrées en fonction de leur étendue géographique, en privilégiant les lexèmes en Picard, pour lesquels aucune localisation ne sera indiquée.
Pour des raisons pratiques, il pourrait être utile de privilégier une variété de références à laquelle seraient comparées les différentes formes proposées. Donc là, il évoque une expérience éditoriale qui a fonctionné. On utilisera une graphie facilitant la lisibilité. Donc, il opterait pour le système Feller-Carton, tout en favorisant l'interchangeabilité des variantes. Le dictionnaire devrait comporter deux parties équilibrées, Picard-Français et Français-Picard, afin de faciliter le nécessaire va-et-vient entre les deux approches. À l'état actuel, il serait utopique de viser un dictionnaire monolingue. Là, je suis moins d'accord. Ce type d'outil pourrait aussi avoir sa légitimité. Bon, si on est capable de faire l'un, on est capable de faire l'autre. Et enfin, un accent en particulier sera mis sur la phraséologie et sur la combinatoire lexicale. Voilà, pour un modèle utilisable, voire le modèle du KEF. Donc voilà, vous voyez déjà un certain nombre de pistes intéressantes émises par Alain Dosson. Donc quelques éléments de conclusion pour redire ce que j'ai dit pendant l'exposé. La lexicographie du Picard, c'est une lexicographie qui est extrêmement riche et bien plus riche que celle de nombreuses langues régionales. Et on le voit dans le cadre du projet Restore. Je ne vous en ai pas parlé, mais projet Restore, donc bon, il y a l'occitan. Donc là, bien entendu, on est un peu en retrait parce que le domaine linguistique n'est pas le même, il y a de nombreuses variétés. Mais il y a également l'alsacien, et l'alsacien est loin derrière le Picard, de ce point de vue-là. Donc vous voyez, Amiens, à travers l'UPJV, va pouvoir piloter cette expérience d'acquisition de textes lexicographiques grâce à Picard Texte. Encore plus qu'en français, notamment en raison de cette logique de pôle que j'ai évoquée, il me semble qu'il faut évoquer les dictionnaires, pas parler de dictionnaires Picard, mais des dictionnaires Picard. Est-ce que ce serait les dictionnaires des Picards, des variétés de Picard? Bon, vous voyez, tout est possible. Est-ce que ce dictionnaire de référence, parce que j'ai consacré toute la fin de mon exposé à cette question, est-ce que le dictionnaire de référence pour l'ensemble du Picard est une réelle nécessité? Alors, d'un point de vue de pure politique linguistique, c'est ce dont on discutait avec Jean-Michel tout à l'heure, moi il me semble que ça peut s'imposer comme une nécessité. Voilà, on est dans de la politique linguistique. Après, quel impact ça risque d'avoir sur le terrain? Vous voyez, cet outil ne deviendrait-il pas un outil non consulté, voire même une entrave à la production littéraire, en raison de son rôle normatif? Vous voyez, une forme de perte de liberté. Alors, je ne suis pas picardisant, mais est-ce que le modèle dans lequel on s'inscrit, ça n'est pas un modèle qui permet justement, voilà, il n'y a pas d'ouvrage de référence qui constituerait une norme en opposition avec la façon dont j'ai envie d'écrire? Bon, c'est une hypothèse. Hein. Voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est que la lexicographie du Picard offre une source importante de travaux à mener dans le futur. Donc c'est vraiment un terrain qui est à creuser et à exploiter. Voilà, je vous remercie de votre attention. Des questions ? J'ai tendu un certain nombre de perches à la salle. Je vous ai dit que je n'étais pas spécialiste de la langue. D'ailleurs, si je suis spécialiste de quelque chose, c'est des dictionnaires, et en aucun cas des dictionnaires du Picard. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est un début de réflexion avec le temps que j'ai eu pour pouvoir préparer cette chose, cet exposé. Voilà. Bien entendu, il y a des carences, il y a certainement des choses qui sont un peu rapides. Je suis ouvert à toutes les Alors, propositions. une question. Enfin, j'ai un commentaire, mais une question. Est-ce que le rôle du dictionnaire en Picard est le même qu'en français? Sa justification. En Picard ou en langue régionale? Alors, je vais répondre pour le français. C'est quel est le rôle d'un dictionnaire pour la langue française? Il n'y a pas grand monde qui sait qu'ouvrir un Larousse et un Robert, ça n'est pas du tout la même chose. Et pourtant, tout le monde est persuadé qu'en ouvrant son dictionnaire, même si c'est un dictionnaire de 1982, puisque c'est un dictionnaire qui est resté dans la famille, en fait, la langue qu'on nous donne, c'est pas la langue dans sa version la plus actuelle. Et pourtant, il joue pleinement son rôle, celui de censeur présumé, supputé, supposé de la langue. Est-ce qu'en Picard, il joue le même rôle? C'est à vous de me le dire. Je ne sais pas, il me semble
me semble que l'expérience du concours pour le Picard a montré qu'il y avait eu ce que j'appellerais un néolocuteur. Voilà, justement, c'est ce que je voulais, Voilà. c'est ce que je voulais dire, c'était le commentaire. Le dictionnaire de référence est-il une nécessité? Est-ce que ce serait un outil non consulté? Non, c'est pas un outil non consulté, puisque les 3 tomes que Braillon a édités ont servi de base à plusieurs auteurs. Alors après, l'usage qu'ils en ont fait n'est pas forcément très picard, ça c'est autre chose. Mais on a reçu des textes au concours qui étaient des textes où visiblement l'auteur était allé chercher ces mots dans le dictionnaire de Braillon, avec parfois les contresens qui peuvent être générés par quelqu'un qui n'est pas picardisant, qui ne connaît pas complètement la langue, donc il va prendre des mots peut-être sans précaution, et il va arriver à des choses un peu étonnantes. Mais il y a une volonté, en tout cas chez certains écrivains, qui ne sont pas picardisants, d'écrire en picard et d'utiliser des dictionnaires. Donc le dictionnaire a au moins le mérite d'amener des gens qui n'écrivaient pas en picard à écrire en picard. Ça, c'est une constatation objective que je fais. Après, on peut ne pas être d'accord avec la forme du picard qui est utilisée par ces auteurs. Oui, ben c'est bien. Pour moi, il a au moins ce mérite. C'est une chose intéressante parce que je peux parler en tant que non-picardisant. En tant que non-picardisant, je dirais que c'est une excellente chose. Parce que ça permet à des locuteurs, en tout cas à des individus, de s'intéresser à la langue et de tenter de produire dans la langue. Après, je pense que si j'avais été locuteur de la langue, peut-être un spécialiste de la langue, j'aurais dit que ce n'est pas forcément une bonne chose, puisqu'au final, la production qu'il en résulte, c'est une production qui donne une autre image du Picard. Bon, et il me semble que, avec ma position de non-picardisant, il me semble qu'il y a un verrou de ce point de vue-là, qui est la tension qu'il y a entre cette nécessité de faire vivre la langue à travers sa beauté, ce qu'on estime être sa beauté, et la nécessité de faire vivre la langue également pour l'extérieur. Après, il y a aussi un commentaire qu'il faut faire, c'est que les dictionnaires français-picard, moi, il me semble qu'ils ne sont pas destinés à des non-picardisants non plus. C'est-à-dire que le dictionnaire de Jean-Marie Braillon, c'est un mot français, et derrière, le plus de mots picards possible. Mais sans réelle aide, comme un dictionnaire de langue. Quand je prends un dictionnaire d'anglais, j'ai des exemples. Les mots sont mis en situation. Oui. Tandis que dans les dictionnaires picards, en général, non. Est-ce que je peux intervenir là-dessus, moi, en tant qu'utilisateur du Picard et utilisateur littéraire du Picard? Je dirais que les dictionnaires de Braillon ne sont pas faits pour les néolocuteurs, parce qu'effectivement, ils ne mettent pas les mots dans leur contexte et ils peuvent provoquer de mauvaises appréciations. Parce qu'évidemment, chaque mot a des connotations. Mais par contre, c'est un outil extrêmement utile pour des gens qui ont déjà une connaissance du Picard, soit du Picard en général, ou même d'une forme de Picard, parce qu'ils vont sentir un peu les nuances qu'apportent les différentes traductions proposées pour un mot français, et ils vont pouvoir les intégrer dans leur propre langue littéraire. Or, écrire le Picard, c'est aussi un travail littéraire, un travail de création, qui implique une certaine recréation de la langue picard, qui, même si elle a un lexique extrêmement riche, comme tu dis, est quand même quelquefois un peu limite pour dire, exprimer certaines choses. Et donc, je pense que c'est pas du tout un travail normatif, le dictionnaire de Braillon. On sort complètement du cadre d'un travail normatif. C'est quelque chose qui offre, qui est un outil pour pouvoir écrire le Picard d'une façon beaucoup plus ouverte, c'est-à-dire aller chercher des mots, par exemple, du rimeux, quand on est de la tiers inversement, parce que si dans tel parler, il n'existe pas un mot Picard pour dire tel mot, par exemple, je ne sais pas, dans l'ouest de la Picardie, on a abandonné le mot veau pour cheval et on utilise le mot guidé, eh bien pourquoi ne pas aller rechercher le mot veau dans ces régions-là où il est perdu depuis relativement peu de temps, et où il est tout à fait légitime après tout de l'employer, pas forcément comme un archaïsme. De toute façon, l'archaïsme n'est pas forcément en soi non plus un crime. Je veux dire qu'il me semble que dans le projet de Braillon, il y a tout un éventail de possibilités qui va vraiment
très intéressant. Et je voudrais insister sur le fait que c'est un outil et qui ne se donne pas du tout comme définition d'être normatif. Il est même un peu trop peu à la limite. J'espère ne pas l'avoir présenté comme un outil normatif. Hein. Moi, je pensais le présenter comme un outil globalisant. Oui, bien sûr. Mais il y a comme dans les définitions possibles du rôle d'un dictionnaire, il y a cet aspect normatif. On est quand même obligé de l'envisager aussi. En fait, le côté normatif, il est même plus. En fait, c'est peut-être aussi ça qui présente un intérêt dans cette tradition, si c'est une tradition, c'est que tout ne s'appelle pas dictionnaire. Et le gros problème de l'objet dictionnaire, c'est que, et on voit ça en français, c'est qu'il est teinté, qu'on le veuille ou non, d'un aspect normatif. Voilà, parce que c'est un objet qui est toujours conçu comme dictant une vérité. J'ai un dictionnaire, donc j'ai la langue. Donc au final, c'est peut-être intéressant que les objets ne s'appellent qu'assez peu dictionnaires. Mais dans le cadre du dictionnaire du Vimeux de Vasseur, je pense qu'il est considéré comme très normatif par ceux qui l'utilisent. Il me semble. Pareil pour le dictionnaire d'Aubry, d'Auby, de Jean d'Auby. Dans le valenciennois, c'est un dictionnaire, effectivement, Alain Dawson a raison, qui fait référence. Donc quand il y a un doute, on va regarder et c'est le dictionnaire qui aura raison. Donc même si le mot je le connais mais qu'il n'est pas en dictionnaire, voilà, la légitimité du mot est mise en doute. Donc dans les deux cas, on a un rôle normatif. Et je pense que malgré tout, même le dictionnaire de Braillon peut avoir ce rôle normatif, parce que comme l'ambition du dictionnaire, c'est de recenser tous les mots, dans la plus grande exhaustivité possible, le fait que le mot ne s'y trouve pas va jeter la suspicion sur le mot. Son appartenance à... Par contre, Jean-Marie Braillon, lui, a le droit de le rajouter. Donc, quelque part, il joue aussi le rôle d'un créateur de langue. C'est le travail de tous les lexicographes, en fait. Hein. Parce qu'on a assez peu de recul sur la fabrique de l'objet dictionnaire, mais on le voit, en fait. C'est assez rare, donc bien entendu, il y a toujours de la création et de la néologie. Ça, lorsqu'on est dans une tradition où il y a énormément de gens sur le marché, c'est assez peu utilisé parce qu'effectivement, on est rapidement pointé du doigt. Par contre, il y a aussi tout un travail qui consiste à aller puiser dans des choses qui ont disparu et à faire ressurgir, en fait, dans les pages d'un dictionnaire, quelque chose qu'on considère comme désuet et qui ne l'est pas. Alors, ça, c'est un pari moins risqué. En fait. Est-ce qu'un dictionnaire de Picard, ce ne serait que l'homme d'un homme seul, ou ça doit être une œuvre collective pour être légitime? Les plus gros dictionnaires sont des œuvres individuelles. On le voit avec l'œuvre de Jean-Marie. C'est un dictionnaire qui est finalement aussi qu'une nomenclature. C'est-à-dire si on voulait vraiment passer à un dictionnaire développé, il est évident que ça ne peut pas être l'œuvre d'un seul. Alors, c'est pour ça que... mais dans l'histoire de toutes les lexicographies, c'est souvent l'histoire d'individus qui ont consacré toute leur vie. Alors, quand on voit ce qu'a fait Paul Robert, lorsqu'on voit ce qu'a fait Larousse, etc., c'est des noms qu'on connaît, mais c'était des bannières du dictionnaire, donc ils ont consacré toute leur vie. C'est le cas également de Dubois, là, qui a collé des fiches, Jean-Michel nous en a parlé X fois. Ça, c'est une constante, quelle que soit la langue dans laquelle on travaille. Après, c'est vrai qu'on a peut-être du mal à imaginer, ça c'est plutôt le modèle anglo-saxon qui l'a montré, que en fait, les entreprises sont le plus souvent collectives. Quand on veut faire quelque chose de démesuré, quand on veut faire quelque chose d'actuel, quand on veut travailler avec des nouvelles technologies, c'est forcément des œuvres collectives. Alors, est-ce que tu peux répondre sur justement les dictionnaires, comment ça s'est passé ailleurs, en Allemagne, en Angleterre En Allemagne, non, mais en France, avec la création du TLF, on a rectifié quelque chose que, en fait, on avait un retard par rapport aux Anglais qui avaient beaucoup plus travaillé, beaucoup plus rapidement sur ce qu'on appelle une linguistique de corpus. C'est-à-dire que l'idée de fabriquer un dictionnaire, non plus à partir d'une sédimentation qui consistait à reprendre le dictionnaire de telle personne, etc., mais de dire, nous, ce qu'on veut, c'est une photographie vivante de la langue à partir de ce que disent les œuvres littéraires. Ça, les Anglais ont été les premiers. Donc avec la création du TLF, on a récupéré ça. Donc on est dans les années 50, et c'est une idée assez forte. C'est la première fois, en tout cas en France, qu'on fabrique un dictionnaire de cette envergure en s'appuyant sur des données littéraires. La base Frontext que j'ai évoquée,
C'est une grosse base de données qui a coûté énormément d'argent. Jean-Michel compare toujours ça à un porte-avions parce que ça a coûté énormément d'argent. Mais cette base, elle a servi qu'à fabriquer le dictionnaire. Donc on a compacté l'ensemble de ce qui nous semblait représentatif dans la littérature française, dans des formats numériques particuliers. Et à partir de ça, on a dit, ben tiens, le mot chien. Bon, si on regarde le dictionnaire classique, il y a au moins 3 exceptions. Le chien, la pièce de l'animal, la pièce de fusil et se comporter comme un chien. Avoir le trait de l'animal. Bon, l'idée, c'est de dire, si dans la littérature, dans la base de données, on trouve plus d'occurrences du mot chien en tant que pièce de fusil, dans notre dictionnaire, on mettra que la première entrée, c'est pièce de fusil. Voilà, et ça, ça arrive tardivement par rapport à ce qu'avaient fait les Anglais. Les Anglais l'avaient fait quand? Alors, la linguistique de corpus, en tout cas, quelque chose qui ressemble à une linguistique de corpus, c'est 18e. Ah oui. Bon, après, là, on parle de linguistique de corpus informatisée, puisqu'en plus, à l'époque où on fabrique le TLF, le CNRS achète l'ordinateur le plus puissant du monde, il s'appelle le Gamma Boule 60, gigantesque, pour réaliser ce projet. Aujourd'hui, pour réaliser l'équivalent, on n'a pas besoin de ça. Hein. Ça ne coûterait pas énormément d'argent, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Michel, mais avec Picard Text, avec toute l'activité du monde militant, toute la production littéraire, il faudrait bien entendu la constitution d'un groupe d'experts pour contrôler, justement pour mettre en place ce qu'a suggéré Alain Dawson, la compiste. Ça ne coûterait pas énormément cher de le fabriquer. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on sait combien ça coûterait? Pas cher, c'est combien pas cher? Jean-Michel, tu as une idée? Bah, si, c'est un peu optimiste ce que tu dis, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail humain. Hein. Ah, il y a du travail. Non, mais pour donner un prix, je te dirais ça coûte des vies. Ça ne coûte pas en euros, c'est difficile à chiffrer. Mais il me semble qu'avec la base Picard Text, on a quelque chose, on a mis en place en tout cas des procédures qui permettent d'alimenter de manière considérable la base en réglant tout un tas de problèmes de droit. Ça, effectivement, il faudrait payer des gens pour vérifier ce genre de choses, pour avoir une grosse base. Mais la fabrication du dictionnaire, on embauche un ingénieur d'études, en 3 mois, on a fabriqué déjà une ressource qui tient la route. Après, il faut l'alimenter. Après, effectivement, il faut du temps humain pour pouvoir alimenter, pour se réunir, pour trancher. Et moi, je garde mon optimisme, Jean-Michel. Alors, moi, je rêve toujours d'une espèce de modèle coopératif. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas encore trouvé, c'est la recette qui permettrait d'avoir toute la compétence spécialisée et n'importe qui ne peut pas faire un dictionnaire, et en même temps, un travail en réseau, un travail coopératif, hein, puisque maintenant tout le monde peut accéder au site internet, etc. Et chacun pourrait contribuer à faire un bout d'article. Pour l'instant, on n'a pas trouvé le modèle, mais Si, ça la solution. il existe le modèle, Jean-Michel. C'est dommage, on n'est pas partis ensemble à Béziers. Donc on est allé avec Fanny à Béziers pour présenter la base Picard Text dans le cadre d'une rencontre occitane. Et en fait, on a rencontré, pour la deuxième fois, on avait déjà rencontré quelqu'un qui travaille pour un projet qui s'appelle le Wiktionnaire, c'est ça, Fanny? Wiktionnaire. Et en fait, leur Wiktionnaire, qui est exactement ce modèle contributif, alors, il faut les mettre des guillemets, il faut les surveiller, etc. Mais ça, voilà, et leur Wiktionnaire fonctionne exactement comme ça, et il me semble que, bon, il n'a pas beaucoup parlé de Picard, le monsieur en question, mais il a parlé de tout un tas de langues régionales qui sont déjà richement dotées par le biais, justement, de la contribution des bonnes volontés. Donc c'est un projet qui est déjà en train de se constituer. Alors, s'il y a un Wiktionnaire du Picard, moi je connais un Wiktionnaire, enfin en français, se posera la question de la graphie. Ça, ce sera, je pense, aux spécialistes de se mettre d'accord. Moi, j'ai pas d'avis, mais moi, pour ce que j'en sais, évidemment, l'orthographe Feller-Carton a l'air d'avoir un certain nombre d'émules. Donc, si c'est quelque chose qui fonctionne, pourquoi pas cette solution? Et donc le modèle collaboratif pourrait être une solution. Il
pourrait être une solution si effectivement un certain nombre d'acteurs du monde Picard entrent en contact avec les gens qui pilotent ce projet et fixent un certain nombre de choses qui permettent au projet de bien se construire et de ne pas se retrouver en fait comme un amas de toutes les propositions sans qu'il y ait une concertation, sans que justement ce problème de graphie ait été réglé, par exemple. Et qui pilote le Wiktionnaire? C'est comme Wikipédia, ça s'est généré tout seul? C'est la même, Oui. c'est le même groupe en fait. C'est le même groupe et ils ont fait ce type de ramification là. Et leur force, c'est qu'ils fonctionnent avec beaucoup de bénévoles. Le jeune homme qu'on a rencontré, il est jeune, il est dynamique et il parle que de ça. Donc il est passionné par ce qu'il fait, donc il se déplace partout en France. À chaque fois qu'on sort, on le voit. Et non, ça a l'air d'être quelque chose qui fonctionne. En tout cas, en tant qu'universitaire, on est déjà moins réticents. Moi, c'est la deuxième fois qu'il m'en parle. On est déjà quand même beaucoup moins réticents à l'idée de ce type d'objet parce que la différence par rapport à il y a quelques années, c'est que c'est la dimension empirique, c'est que ça commence à avoir un petit peu d'ancienneté. Donc du coup, on peut voir un peu ce qui existe et on peut voir tout le sérieux. Bon, mais s'il n'y a plus d'autres questions, je te remercie encore Christophe d'avoir pris sur son temps précieux.